Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche, la rétrospective de l'actualité africaine et internationale. Pour décrypter tout cela aujourd'hui, nos analystes, Maître Cheikh Omar Konaré, avocat, Makan Kone de Nouvelle Libération et de Radio Rempart, Youssouf Sissoko de Info 7, Mohamed Ag Assouri, analyste. Premier sujet, première destination, le Niger, ça y est, c'est fait, le pays réalise sa première alternance. Mohamed Bazoum a succédé à Mahamadou Issoufou, c'était vendredi dernier à Niamey, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Un extrait du discours d'investiture du nouveau président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, je m'engage pour les 5 années à venir à stabiliser le cadre macroéconomique d'une part, et d'autre part à transformer le tissu économique en vue de favoriser la réduction drastique de la pauvreté ainsi que la création de nombreux emplois pour les jeunes. Pour cela, l'assainissement des finances publiques sera accéléré dans l'optique de l'amélioration du cadre de mobilisation des recettes internes ainsi que de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Mon objectif est de porter le taux de croissance annuel moyen à 8%, de porter le taux de pression fiscale à 20%, de réduire le taux de pauvreté de 43% à 25% en 2025, de maintenir le taux d'inflation en dessous de 3% et d'améliorer substantiellement la part des secteurs secondaires et tertiaires dans l'économie de façon à les porter respectivement à 45 et 35% du PIB en 2025. Voilà, Youssouf Sissoko, souvent on se désole du fait qu'on n'a pas d'indicateur pour assurer la traçabilité des bilans de nos chefs d'État, mais un discours d'investiture où on ambitionne de relever le taux de croissance à 8%, de réduire le taux de pauvreté de 43%. On a l'impression que le Niger, quand on écoute Bazoum, il veut amener les pays vers l'émergence. Oui, bonsoir d'abord, chers téléspectateurs. Et vous savez, un discours politique est toujours une déclaration de bonnes intentions, mais sa réalisation est tout autre chose. Mais permettez-moi, Sekou, avant de parler en tout cas de Bazoum, de féliciter en tout cas le président sortant Mahamadou Issoufou, qui a vraiment réalisé l'alternance de façon pacifique, une première d'ailleurs au Niger, donc depuis l'indépendance il y a 60 ans. Et Mahamadou Issoufou a réussi, franchement, là où ses voisins ont échoué, ses voisins qui ont tripatouillé leur constitution pour se maintenir au pouvoir, pour faire un troisième mandat. Il pouvait le faire parce qu'il a un bon bilan qui plaide largement en sa faveur. Donc Mahamadou Issoufou est à féliciter. Et je crois qu'il vient de donner une leçon de démocratie aux autres chefs d'État, surtout à ceux-là même qui ont encore l'intention de tripatouiller encore leur élection. Maintenant, s'agissant du nouveau président, effectivement, il a été élu quand même de la plus belle manière. Et Mohamed Bazoum était un homme de terrain. Il a quand même accompagné Mahamadou Issoufou pendant de longues années. Et pendant plus de 30 ans, ils ont en tout cas cheminé ensemble. D'abord à l'opposition, ensuite ils ont accédé ensemble au pouvoir. Donc il est en terrain connu. Surtout que pendant de longues années, il a été ministre de l'Intérieur. Il connaît quand même les défis qui l'attendent. Et parmi ces défis, il faut citer entre autres le défi sécuritaire. Parce que vous vous rappelez, déjà avant même son investiture, les attaques sanglantes qui ont eu lieu au Niger, faisant beaucoup de morts. Et d'autres défis, c'est surtout le défi de la réconciliation. Parce que l'État issu d'une communauté ultra-minoritaire, donc il a vraiment ce défi de rassembler les Nigériens pour que franchement son mandat soit en tout cas un mandat reçu. Dans son discours déjà, il a tendu sa main à Mahaman Ousmane, l'ancien président, qui tient aujourd'hui le flambeau de l'opposition. Et je pense qu'il doit continuer dans cette lancée. Il vient de nommer d'ailleurs son Premier ministre qui va composer son gouvernement. Il faudrait que dans ce gouvernement, qu'il y ait en tout cas toutes les représentations communautaires, ethniques et tout, pour en tout cas pouvoir aller de l'avant. Oui, Mohamed Gassouri, par rapport à cette investiture, par rapport à cette alternance au Niger. Au Niger, bon, comme les doyens viennent de le dire, je crois qu'au Niger, c'est une continuité, c'est un changement dans la continuité. Bazoum, c'est Mahamadou Issoufou, Mahamadou Issoufou, c'est Bazoum. Ils ont cheminé ensemble. La nomination même de ce Premier ministre vient quand même dessiner un peu les contours de ce que sera
les prochains mandats de Bazoum. C'est l'ancien directeur de cabinet de Issoufou. Donc c'est une forme de continuité. Peut-être nous allons attendre 1 ou 2 ans avant que Bazoum ne prenne proprement ses marques en tant que président et puis imprime un peu sa vision du Niger. Maintenant, quant aux intentions, elles sont toujours bonnes. Il y a même un dicton qui dit qu'un homme politique, c'est celui qui promet de faire quelque chose dans 5 ans. Et c'est celui qui est capable dans 5 ans d'expliquer pourquoi il n'a pas réalisé ce qu'il a dit, quoi. Oui, avec l'espoir que Bazoum n'explique pas dans 5 ans ce qu'il n'a pas pu réaliser, Makan Kone. Moi, je crois que ce qu'il faut surtout saluer au Niger, c'est la stabilité institutionnelle. Vous avez vu l'ancien Premier ministre qui vient de partir, Brigitte Rafini, il est resté 10 ans. Je crois qu'ils ont fait le choix, et Mohamed l'a dit, de la stabilité, la continuité. Donc c'est important surtout dans nos pays sahéliens ici. Maintenant, l'autre avantage, les gens ont salué l'alternance, le fait même que tout ce que le président sortant a eu à faire pour ne pas briquer un 3e mandat, ça a été suffisamment salué, c'est à saluer encore. Maintenant, comme j'ai dit, en plus de la stabilité que Bazoum continue à entretenir, en nommant aussi un Premier ministre qui est déjà dans le sérail et tout, moi je l'attends surtout sur le plan sécuritaire. Parce que, quoi qu'on dise, il s'est beaucoup intéressé, il a travaillé que sur ça, quelqu'un a parlé du ministère de l'Intérieur et tout, ministère des Affaires étrangères, il connaît bien le dossier du Sahel, mais je crois que c'est surtout sur ça qu'on doit l'attendre et c'est sur ça qu'il peut beaucoup travailler. Vous avez vu, c'est vrai que j'ai pas aimé la manière, tous les Maliens qui se sont invités, vous avez dit qu'il y avait en présence de plusieurs chefs d'État, j'allais dire en présence de plusieurs Maliens également à cette investiture. Moi, je crois que les gens attendent beaucoup de lui, mais il ne faut pas qu'on attende aussi tout de lui, on doit l'aider. Tout le monde doit l'aider à travailler à ça. Mais je crois qu'il peut quand même stabiliser la sous-région et travailler beaucoup à ça. Oui, Maître Konaré. Bonsoir à tous. Il faut féliciter effectivement le président sortant du Niger, Issoufou, qui a montré qu'il était un grand démocrate en cédant le pouvoir, bien qu'il ait eu les moyens de se maintenir pour un 3e mandat. Il faut souhaiter que Bazoum ait l'humilité et le génie politique nécessaire pour pacifier le front politique qui est marqué par une contestation post-électorale. Et à mon avis, la stratégie du consensus politique peut jouer à ce niveau-là plutôt que celle de la répression. Bazoum, pour avoir hérité donc de l'appareil politique au pouvoir qu'il a contribué à fonder dans les années 90, c'est quelqu'un qui a une forte expérience de la gestion des affaires sécuritaires et de l'État en général, pour avoir été tout ce temps ministre de l'Intérieur. Et moi, je crois que le discours qu'il a tenu laisse entendre qu'il a une fine connaissance des enjeux sécuritaires du Sahel. Il a même précisé que le Niger n'aura jamais la paix si le Mali ne recouvre pas l'intégrité de son territoire. Le Niger étant un pays très engagé dans la lutte contre les terroristes, le Mali doit compter sur lui pour renforcer les liens de sécurité, les liens des forces armées, les liens avec les partenaires internationaux, pour faire en sorte que le Mali puisse effectivement recouvrer les 80% de son territoire qui lui échappe. Sans quoi, on va encore s'enliser dans la guerre et Bazoum lui-même ne pourra pas travailler. Oui, Youssouf Sissoko, on a vu, il y a eu des moments de frayeur. Je ne sais pas s'il faudrait qu'on en parle, puisque quelques heures avant cette cérémonie, il y a eu une tentative de coup d'État qui a été déjouée. Ça veut dire que cette alternance n'est pas du goût de la majorité. Est-ce que ce ne sera pas aussi l'un des défis du nouveau président, mettre à parler de la nécessité de pacifier le front politique, front militaire? Ça veut dire que l'alternance, ce n'est pas du goût de tout le monde. C'est un défi pour le nouveau président. Oui, effectivement, c'est un défi. Et je l'ai dit dans mes propos que, franchement, l'un de ces défis majeurs, c'est plutôt la réconciliation. La réconciliation des Nigériens, parce que vous avez dû remarquer,
l'opposition, bon, c'est vrai que l'opposition pense que ce coup d'État, cette tentative de coup d'État est la diversion et que très franchement, il n'y avait pas vraiment de tentative de coup d'État. Bon, ça c'est la version de l'opposition. Mais ce qui est sûr, c'est que Bazoum, son mandat, son quinquennat, premier quinquennat ne sera pas un long fleuve tranquille pour lui. Il aura en face de lui beaucoup de problèmes et je pense que tout dépendra surtout de lui, en tout cas sa propension à se mettre en tout cas au-dessus de la mêlée et à pouvoir réunir en tout cas tous les Nigériens autour de lui. Il y a déjà dans son discours, je l'ai dit, il a tendu la main à Mahaman Ousmane. Je pense que si en tout cas l'opposition accepte cette main tendue, je pense que ça va lui permettre en tout cas de commencer au moins son mandat. Et ce qui est sûr, il aura beaucoup de problèmes parce que déjà sur le front en tout cas de la lutte contre le terrorisme, le Niger, tout comme le Mali, connaît en tout cas d'énormes problèmes et il faudrait qu'il prennent très rapidement des mesures pour justement essayer d'endiguer un tout petit peu ce phénomène. Oui, Mohamed Agassouri, lorsqu'on se met dans le contexte du landerneau politique nigérien, on sait que Niamey a toujours été hostile, souvent plus ou moins au PNDS. On parle de Niamey, la frondeuse. Dans son discours d'investiture, Bazoum dit qu'il sera le président de tous les Nigériens. Est-ce que vous pensez qu'il pourra réussir cette réconciliation-là avec les autres, avec les Amadou, avec les Ousmane, avec tous les autres de l'opposition pour mener à bien les objectifs qui vient juste de s'assigner lui-même? Bon, vous savez, c'est toujours compliqué pour nos présidents en exercice ou les partis en exercice qui ont une popularité à l'intérieur et non dans les capitales. On a vu ça même au Mali ici. Mais je pense que le premier défi de Bazoum, il est sécuritaire, comme vient de le dire les Sissoko. Et je pense qu'avec plus d'ouverture, et les prochains jours, nous verrons un peu la direction que prendra Bazoum. Oui, Maka, on sait, on a parlé de la présence de responsables politiques maliens. La crème des politiques maliens était présente à Niamey, entre autres Treta, l'URD Demba. On a vu les Mamadou Igor Diarra, Aliou Boubacar Diallo. On a vu l'ACMA, le MSA. Est-ce que vous pensez que de ces rencontres-là peut sortir quelque chose de bénéfique dans la perspective électorale au Mali, par exemple, en 2022? Bon, espérons, même si ça n'a pas d'impact sur l'impact électoral, je veux dire, mais je crois que sécuritairement, ça peut servir à quelque chose, parce que de toute façon, que ces Maliens, ces responsables politiques et tout, qu'ils soient présents à Niamey ou pas, Bazoum, on sait qu'il s'intéresse particulièrement au Mali. Ça n'a pas commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de son investiture, ça ne date pas de sa campagne. Tout le monde se souvient de ses propos avant même la signature de l'accord pour la paix et tout. Les propos de son ami président par rapport à Kidal et tout. Donc moi je crois que j'ai pas trop compris en réalité cette foule entre guillemets de Maliens à l'investiture de... Peut-être ils ont été invités. Oui, mais d'accord, mais ça m'a aussi paru bizarre que la nationalité la plus représentée au Niger soit des Maliens. Il y a que des... Et puis, ils n'ont pas besoin d'aller s'afficher comme ça et tout. Quelle image nous-mêmes nous donnons, comme si nous allions dire à Bazoum, bah, écoutez, monsieur Mohamed, on dit Bazoum, qui nous excuse, tout le monde a habitué à l'appeler Bazoum, comme s'ils allaient dire à Mohamed Bazoum, bon, écoutez, monsieur, nous venons vous confier notre pays, sans vous, c'est pas comme ça. C'est qu'eux-mêmes, en fait, il faut qu'ils aillent. Si c'est juste pour ça, leur présence n'avait aucun sens à Niamey. Il faut qu'ils aillent aujourd'hui, comme je viens de dire, il faut qu'ils aillent proposer des sorties, des solutions de sortie des crises à Bazoum, au nouveau président nigérien. Il faut que nous-mêmes nous aidions le nouveau président nigérien à nous aider à parler. Et puis, il ne faut pas qu'on le sente, lui, malien plus que nous, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça. Bazoum, c'est un grand ami du Mali. Depuis le début de la crise, quand même, il a été l'un des officiels de la sous-région à défendre vraiment la position du Mali et aux Nations Unies et dans ses différentes sorties médiatiques. Donc, je crois que la présence de beaucoup de Maliens, comme vous l'avez souligné, des groupes armés, des hommes politiques également, augure vraiment des bonnes choses, parce que depuis un certain temps,
on manque d'un président de la sous-région qui est capable vraiment de fédérer les Maliens pour qu'ils se parlent entre eux. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose dans ce sens. Les Maliens même se fédèrent eux-mêmes d'abord. Oui, puisque ces derniers temps, bon, personnellement, on a beaucoup été à Niamey. À Niamey, souvent, on entend que ils n'ont pas, à partir de Niamey, la même perception de la crise au Mali que les gens de Bamako, par exemple. Parce que Bamako est à plus de 1000 km de Kidal, 1000 km de Gao, alors que Niamey est à 300-400 km de Gao ou de Menaka. Et ça fait qu'au Niger, à Niamey, on se sent beaucoup plus concerné. Nos leaders politiques ne se rendent pas à Niamey pour confier la crise malienne au Niger. Non. L'explication est simple. Elle est électoraliste. Vous savez, il n'y a pas de véritables élections sous nos tropiques. Ce sont des élections bidons. Et nos peuples sont des peuples illettrés, qui ne lisent pas de programme. C'est véritablement la majeure partie des élections, il faut les acheter. Et on les achète à coût de 10-20 milliards. Ces 10-20 milliards, vous les sortez d'où? Aucun travail ne peut vous procurer une telle fortune. Donc, il faut se rendre auprès des chefs d'État voisins, faire du porte-à-porte, récolter quelques milliards ça et là, en faire un tas qui va vous servir à acheter les élections. Et donc, chacun se pointe chez Bazoum pour faire acte de présence et éventuellement, le moment venu, profiter d'une manne qu'il faut compléter dans les autres pays voisins. C'est tout. C'est pas pour aller parler du Mali ou des Maliens. D'accord, on va quand même relativiser. Ça n'engage que moi. Voilà. Si vous cherchez de l'argent au Niger, ils se trompent quand même. Quoi. Ok, Youssouf Sissoko. Non, sur cette question, moi je pense que les hommes politiques, ils aiment faire surtout de la com. Hein. Ils aiment faire de la com parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux des photos, en tout cas avec Bazoum, surtout dans la salle en tout cas de banquet, où alors les hommes politiques s'affichaient avec lui quand il est venu les saluer. Moi je pense que c'est très normal parce que nous sommes à quelques encablures des élections au Mali, donc chacun veut justement faire un peu de com et surtout avoir des relations pour ensuite profiter plus tard, quoi. D'accord. Deuxième thème de ce débat du dimanche, justement le Mali avec cette attaque du camp de la MINUSMA à Guelok, une attaque d'envergure le 2 avril qui a enregistré 4 victimes côté casque bleu et une quinzaine de terroristes neutralisés. Dans la deuxième partie toujours du Mali, on va parler de cette divergence entre la MINUSMA et Barkhane sur le raid de Bounti, une frappe de l'armée française qui a fait 19 victimes civiles selon les populations, mais terroristes selon Barkhane. Youssouf Sissoko, déjà sur l'attaque du camp de la MINUSMA à Guelok. Oui, l'attaque du camp de la MINUSMA à Guelok, c'est vrai, la MINUSMA a fait déjà un communiqué. Et dans ce communiqué, elle mentionne clairement qu'il y a eu 3 ou 4 soldats tchadiens qui ont été tués, 19 blessés. Et je crois que cette attaque a été, non seulement, selon le communiqué complexe, elle a été repoussée en tout cas par la MINUSMA, avec l'aide surtout des forces internationales qui ont quand même soutenu par l'aviation. Donc moi je pense que cette attaque me fait penser un tout petit peu à l'attaque contre en tout cas le convoi du Mali, la relève des militaires maliens à Tessit. Et je pense que très sincèrement je déplore le fait que en tout cas le camp de la MINUSMA a été appuyé par les forces internationales, en tout cas dans les airs, et qu'au Mali qu'on attaque en tout cas ce convoi là et qu'il y ait en tout cas ce grand nombre de morts sans l'intervention en tout cas de l'aviation, en tout cas des forces internationales. Moi j'ai vraiment déploré ce fait-là. Mais j'en veux plutôt aux autorités maliennes parce que moi je suis toujours resté sur ma faim par rapport à l'attaque de Tessit, parce que je ne peux pas comprendre que nos avions qui sont coulés au sol, et jusqu'à présent nous ne savons même pas en tout cas pourquoi ces avions-là sont coulés au sol, alors que c'est des milliards qui ont été en tout cas débloqués de nos caisses pour acquérir en tout cas ces avions-là. Donc moi je pense que très sincèrement il faut qu'il y ait une certaine coordination entre les forces
étrangères qui sont basées au Mali et surtout les forces maliennes. C'est vrai, je salue quand même les forces tchadiennes qui font beaucoup. Et je m'incline en tout cas pieusement devant la mémoire en tout cas des soldats qui sont tombés pour le Mali. Oui, Agassori, c'est un peu dommage, hein, puisque depuis un certain moment, il y avait une relative accalmie dans cette zone-là, Kidal, Tessali, Taguelok. Mais malheureusement, depuis quelques jours, on assiste ça et là à des attaques d'envergure. Tout à fait. Je pense que cette attaque très complexe, hein, c'était une grande opération. C'est peut-être une réponse des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda à la venue du 3e contingent tchadien, même si ce n'est pas directement lié parce que ces contingents-là étaient sur place depuis longtemps. Donc ça rentre dans une opération de communication, surtout que les semaines dernières, il y avait l'État islamique qui s'en prenait un peu aux populations civiles par-ci et là. Donc Al-Qaïda a voulu vraiment, à travers la GENIM, qui est sa succursale locale, jouer un coup de com' pour dire que attention, nous aussi nous sommes là et nous sommes pas toujours sur le terrain et capables de frapper là où ça fait mal. Oui, Makankone, il y a un coup de com', cette bataille de suprématie entre l'IGS, entre les GNIM. Oui, possible, très possible. Mais moi je crois qu'on ne peut pas dissocier cette attaque à la venue en puissance des forces tchadiennes au niveau des 3 frontières. La communication même qui a entouré ça, je crois qu'elle a aussi suscité cela. Et puis les groupes armés aussi, ils vont se dire, bon, nous aussi, on doit harceler un peu. Surtout que c'est les contingents tchadiens. Ils savent que le contingent qui peut leur faire mal vraiment dans la sous-région au niveau du Sahel, après le Niger, je crois, disons, avant le Niger, c'est le Tchad. On connaît, vous avez vu, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Vous avez vu la façon dont on entend les gens qui sont en train de se battre, qui se filment, est tellement déterminé. Ça, c'est la première remarque que j'ai à faire. La deuxième remarque, c'est que la MINUSMA elle-même a salué la performance de la riposte de ces éléments, entre guillemets, c'est les Tchadiens. La MINUSMA a qualifié l'attaque d'attaque complexe et a salué la performance et la réactivité des soldats tchadiens ce jour-là. Donc je crois que il faut surtout mettre en avant la bravoure des Tchadiens et ne pas dissocier ces attaques que moi je qualifie d'harcèlement à la venue en force du contingent tchadien ou des contingents tchadiens dans la zone des 3 frontières, parce que ça va vraiment beaucoup plus déranger les groupes terroristes que la force Barkhane. Oui, Maître Konaré, oui, la venue des Tchadiens au niveau de la zone des 3 frontières, leur montée en puissance apparemment n'est pas bien appréciée par les groupes terroristes sur place. Oui, je rends hommage aux victimes tchadiennes. Mais il faut aller au-delà des petits détails. J'appelle petits détails les incidents et les attaques, comment on appelle ça, individualisées ou éparpillées à travers le territoire. Il faut avoir une vision globale de la guerre au Sahel. Quelle solution y trouver? Parce qu'on est là en train de compter les morts, mais personne ne nous dit quelle est la véritable stratégie de nos armées. Moi, je me pose beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas de réponse parce que je ne suis pas un expert militaire. Comment des gens, une poignée de terroristes, peuvent-ils évoluer si librement dans l'immensité désertique? Alors que nous, avec la MINUSMA, la France, comment on appelle ça, le G5 Sahel et toutes ces armées africaines, nous avons des drones, nous avons des avions de combat, nous avons même des satellites dont le regard ne peut pas être masqué par des arbres parce que le désert, c'est le désert. On devrait pouvoir observer l'évolution des terroristes. Mais où est-ce que ces terroristes-là passent la nuit réellement? Dans quel pays se trouvent-ils? Comment est-il possible qu'ils évoluent de manière à nous attaquer? 200 morts au Niger, 4 casques bleus tués par-ci, 10 Maliens tués par-là, sans qu'on les voie. Donc, il faut répondre à ces questions-là. Et il faut aussi s'interroger. Mais ces terroristes, ils ne viennent pas à pied. Ils ont des voitures, ils ont des 4x4. Où est-ce qu'ils prennent le carburant? Surtout des motos.
Hein? Et même si c'est des motos, où est-ce qu'ils trouvent le carburant? Et puis ils tombent malades, dans quels hôpitaux ils vont? Et moi je crois qu'il y a une faillite des services de renseignement de toutes ces armées-là, une faillite d'autant plus grave que les terroristes n'utilisent que des moyens rudimentaires de combat. D'accord. Comment peuvent-ils évoluer si librement? D'accord. Comme un terrain conquis. D'accord, maître, on va revenir vers vous. Des réactions déjà sur la page Facebook, Folona Info. Il faut mettre sur place de véritables forteresses et rapprocher le commandement militaire du théâtre des opérations, quitter la position défensive et adopter une stratégie offensive. Abdoulaye Badou Traoré, le renseignement manque à l'armée malienne, et Bouba Traoré, le peuple malien ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand Barkhane aide pour neutraliser les djihadistes, on se lève pour dire que ce sont des civils, comme si les djihadistes, voilà. Et Ali Badjaga qui dit qu'il est d'accord avec Folona Info. On va progresser sur le même registre avec ces divergences entre Paris et New York sur le raid du 3 janvier dernier à Bounty. 19 personnes avaient trouvé la mort, 19 civils selon les populations, mais des terroristes selon Barkhane. Et oui, avec récemment ce rapport également de la MINUSMA qui est très en désaccord avec la version donnée notamment par la France, Youssouf Sissoko. Divergence de vue, un raid, mais deux versions finalement par rapport à Bounty. Oui, effectivement, il y a deux versions. Et d'abord, la version française, c'est que les forces Barkhane ont attaqué en tout cas des positions des djihadistes et faisant 19 djihadistes tués. Mais d'abord, les populations locales avaient donné une autre version, et faisant état en tout cas de tueries de 19 civils lors d'un mariage. Et je pense que le rapport de la MINUSMA est venu quand même un tout petit peu éclairer la lanterne des uns et des autres. Mais malgré tout, en tout cas, la France persiste et signe que c'est des djihadistes qui ont été en tout cas tués. Mais moi, je pense qu'en lisant ce rapport de 36 pages, on arrivera à la conclusion que, parce que c'est tellement détaillé que, franchement, moi, j'accorde en tout cas beaucoup plus de crédit à la version en tout cas donnée dans ce rapport plutôt que celle donnée par les forces Barkhane. Maintenant, puisque dans le lot, en tout cas, des gens tués, il y avait à moins 2 ou 3, 4 hommes armés. Alors, et peut-être que ces hommes armés peuvent peut-être tromper peut-être les forces françaises, et en pensant peut-être que c'était des djihadistes. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'attendais en tout cas de la France, c'était d'abord de reconnaître qu'il y a eu bavure. Et quand elle reconnaîtra ça maintenant, on va peut-être penser à réparer maintenant les dommages qui ont été justement causés par ces populations civiles. Mais maintenant, vouloir en tout cas s'entêter, parce que quand on essaie d'analyser en tout cas les propos tenus par Florence Parly quand elle était venue en visite ici, on sentait même une certaine irritation, parce qu'elle dit qu'elle n'acceptera pas que l'honneur en tout cas des forces françaises soit en tout cas sali au Mali ici. Non, moi je pense qu'il faut que la France reconnaisse qu'elle a commis une bavure, les forces françaises ont commis une bavure, et peut-être présenter ses excuses aux victimes. Mohamed Agassouri. Bon, je pense qu'en fait, il y avait au départ deux versions. Il y avait une première version qui disait qu'il n'y a eu que des civils qui ont été tués, celle des communautés locales. Il y avait une version des forces armées et maliennes et françaises qui disait qu'il n'y avait que des terroristes qui avaient été tués. Et je pense que le rapport de la MINUSMA est une synthèse des deux pour dire que parmi les 22 victimes, il y avait 19 civils, mais il y avait également des hommes en armes qui se sont infiltrés. Donc ça montre un peu la complexité aussi de la guerre asymétrique dans laquelle nous sommes, où les populations civiles ont les mêmes accoutrements, les mêmes modes de vie, les mêmes modes de déplacement que les terroristes. Et ça s'est tenu dans un contexte où la France avait essayé plusieurs attaques. Et on peut s'imaginer qu'il y a eu quand même une défiance des renseignements. On est dans une bavure, mais est-elle intentionnelle? C'est ça la question. Oui, on est dans deux situations différentes. Au départ, les populations civiles, on a même vu un moment le professeur Alinou Diallo qui a été très vocal par rapport à ça. Et aujourd'hui, on ne sait pas laquelle des versions croire finalement. Moi, je crois que c'est d'abord, vous l'avez dit, c'est Tabital Poulakou, premier, qui a dénoncé juste quelques heures après le raid, je crois, si je ne me trompe pas,
Mais nombreux, surtout les journalistes, en tout cas les confrères maliens, rares sont ceux qui n'ont pas cru à la version de la bavure. On a toujours dénoncé, parce que cette zone, tout ce qui a été avancé, c'est-à-dire que quand on parle il y avait des hommes. En fait, la culture dans certaines zones maliennes, c'est que les hommes et les femmes ne se mélangent pas, même en mariage, même ici, quand vous avez un mariage chez vous, les femmes. Donc, le fait de dire que c'est que des hommes, ça ne tient pas du tout. Et puis maintenant, les hommes en armes, c'est peut-être même. Ça, c'est une zone où il n'y a pas d'État, il n'y a rien, il n'y a pas d'armée. Peut-être même que les hommes armés étaient là pour sécuriser le mariage, c'est pas exclure. Mais comme l'a dit quelqu'un autour de cette table, il faut reconnaître que c'est une bavure pure et simple. Il y a pas et puis c'est pas la première bavure, il n'y a pas longtemps, on va encore en parler peut-être, il y a 4 jeunes ou 5 jeunes qui ont été bombardés carrément vers Menaka, c'est la même chose. Et puis ça arrive, hein, c'est arrivé sur tous les théâtres d'opération pratiquement. Mais maintenant il faut, seulement ici la spécificité de bavure malienne, c'est que le gouvernement malien lui-même s'est mis dans cet engrenage. Et même la France a fait un communiqué pour dire que c'est Barkhane qui a bombardé, qui a tué un certain... Qui a mené une frappe. Voilà, qui a mené une frappe et tout. Mais quelques heures après, le gouvernement lui-même s'est levé pour dire oui, c'est vrai, il y avait Barkhane, mais il y avait nous aussi, il y avait le G5 Sahel. Donc ils sont venus, ils ont tout mélangé pour dire. Maintenant, l'autre truc que je voulais dire, c'est que depuis que la MINUSMA a publié ses rapports, à part le Tabital Poulako qu'on a entendu, et puis je crois un leader politique que je ne vais pas citer ici. Mais la classe politique et la société civile sont carrément muettes sur le sujet. Mais on ne peut pas tuer 20 Maliens, une vingtaine de Maliens, et qu'une structure aussi sérieuse que la MINUSMA, en tout cas les Nations Unies, publie un rapport pour dire que c'est une bavure, mais on n'entend personne. Le gouvernement peut comprendre à la limite, quoi. Ils ne vont pas dire on a fait ci, on a fait ça. Mais personne, ni politique, ni société civile pour dénoncer, même pour dire quelque chose. Oui, Maître Bonaré. Oui, vous savez, les bavures sont très fréquentes dans les guerres. En Irak, en Afghanistan, il y en a eu beaucoup. Les tirs amis, on les appelle parfois. Et même au Mali, le cas de Bounti n'est pas isolé. Avant le cas Bounti, il y a 11 soldats maliens qui ont été tués par un tir français, alors que ces soldats étaient détenus par les terroristes. Alors, donc la France aurait dû reconnaître son tort, dire que ces appareils se sont trompés de cible et ont tué des civils. C'est facile à dire et la réparation peut s'en suivre. Et de toutes les façons, il y a beaucoup plus de témoignages crédibles pour la thèse de la bavure que pour la thèse de l'existence des terroristes dans ces zones-là. Alors, la thèse française est battue en brèche finalement par la MINUSMA elle-même, où la France est très présente. Et donc, nous sommes obligés d'en déduire que ceux qui ont été tués à Bounti sont des Maliens civils qui célébraient un mariage. D'accord. La France aurait dû le reconnaître, présenter ses excuses et éventuellement un processus d'indemnisation aurait pu voir le jour. Mais on ne peut pas continuer à nier son fait. On ne peut pas continuer à nier la mort de ces 19 jeunes-là par suite d'une bavure. Et contrairement à ce qu'Assori disait, une bavure ne peut pas être intentionnelle. Sinon, ce n'est plus une bavure. D'accord. D'accord. Sur la page Facebook, Fatoumata Sanoussi Sissé, la France doit reconnaître son tort dans cette affaire et présenter ses excuses aux Maliens pour nos morts. Kassogué, le révolutionnaire, il faut qu'on se dise la vérité. Depuis quand au Mali un mariage se célèbre sans enfants ni femmes dans un lieu différent de la mosquée? Maître, vous parliez d'indemnisation, mais il y a un accord entre le Mali, la France du temps de Serval, qui dédouane la France de justificatifs d'explication en cas de bavure éventuelle. Oui, mais il est bien précisé que si l'armée française commet un dommage quelconque,
c'est l'État malien qui doit réparer. Donc la France peut demander à l'État malien d'appliquer cette clause de l'accord. Oui, mais une reconnaissance, ce n'est pas... Oui, mais reconnaître et demander à l'État de réparer conformément à l'accord de Ça arrive, mais c'est la façon de gérer. Depuis l'intervention en 2013, dans le cadre de cette mission, c'est la première grosse contradiction entre Paris et New York, entre la MINUSMA et la France. Youssouf Sissoko, comment l'interpréter? Oui, ça sous-entend tout simplement que... Et puis ça intervient à quelques jours du départ du représentant spécial aussi. Voilà, donc ça sous-entend tout simplement que la MINUSMA commence certainement à se démarquer, à s'émanciper peut-être de la tutelle française. Nous savons tous que la MINUSMA, en tout cas les forces onusiennes qui sont là, sont dominées par la France. Donc en faisant ce rapport-là, je pense que ça veut dire tout simplement que la MINUSMA commence en tout cas à s'assumer véritablement et à ne plus accepter justement d'avaler n'importe quelle couleuvre venant de la France. Et bien, je pense que c'est déjà une très bonne chose parce que la MINUSMA ne peut pas continuer justement à suivre aveuglément la France et dans son aventure qui a son agenda propre à elle-même. Moi, je pense que c'est déjà une très bonne chose et celui qui va venir à la place de Anadif va peut-être faire mieux que peut-être qu'Anadif, quoi. Oui, Agassori, quel peut être l'impact de ces interprétations, de cette divergence de vue sur le terrain? Ce que je vais dire très rapidement, c'est que la question que vous venez de poser tout à l'heure, c'est que la division qui a procédé à l'enquête et au rapport, c'est le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui n'a pas véritablement quelque chose à voir avec la MINUSMA. C'est une composante de la MINUSMA, mais qui est directement sous Genève. Donc il n'y a aucun lien. En fait. D'accord. Quel impact marquant entre les divergences de vues entre la MINUSMA et la France, puisque les deux doivent aller de tandem, mais s'il arrive qu'elles ne s'entendent pas sur le terrain, est-ce que ça peut être une bonne chose, une mauvaise chose? C'est quand même bizarre parce que ce n'est pas la première divergence. En même temps, il y a qu'ils sont en train encore d'accuser la France de tenir les pieds. Ce n'est pas le sujet, c'est vrai, par rapport à l'enquête sur nos confrères qui ont été assassinés à Kidal. Je ne sais pas si tout ça est lié, ces deux divergences sont liées entre l'ONU et la France. Mais moi, je crois que c'est déjà une bonne chose. Peut-être ça peut être juste des simples coïncidences, quoi. Et que les uns et les autres ont décidé de s'assumer, de bien faire leur travail. D'accord. Dernier thème du débat du dimanche. Oui, Maître Konari. Je voulais vous dire que la MINUSMA avait besoin de se crédibiliser. Parce qu'on frappe indistinctement du même bâton la France et la MINUSMA pour leur inertie dans la guerre contre le terrorisme. Alors la MINUSMA avait besoin de se crédibiliser parce qu'elle a été très malmenée sur d'autres fronts. Elle a dû faire beaucoup de concessions à la France. Rappelez-vous que le 18 août 2020, quand le président Ibeka était renversé, il a fallu que la France intervienne auprès de la MINUSMA pour empêcher une réaction de la MINUSMA. Parce qu'il y a dans le mandat de la MINUSMA la protection des institutions. Donc on vous lâche, on vous aide de ce côté, mais de l'autre côté aussi, quand vous tuez 19 civils, il faut qu'on parle. D'accord. Voilà. Dernier thème du débat, disparition forcée. C'est la douloureuse problématique sur laquelle la CVJR penche la Commission Vérité, Justice et Réconciliation en audience publique pour les cas emblématiques, entre autres la disparition de Fidi Dabo Sissoko, Amadoune Diko, Maraba Kassoum, ou même celle de Abdul Karim Kamara Di Cabral, un triste 17 mars 1980. Nous écoutons ici le porte-parole des victimes. Nous avons l'opportunité d'écouter aujourd'hui les ayants droit des victimes de disparition forcée. L'article 7.I du statut de Rome de la Cour pénale internationale considère comme disparition forcée les cas où, je cite, les personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique, ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation. La disparition forcée est un crime permanent qui continue d'être commis tant que le sort de la victime n'est pas élucidé.
Un problème d'aiguillage, là c'était Ousmane Oumarou Sidibé, le président de la CVJR, à présent le représentant des victimes. Oui, la réparation, parlons-en. 1963, 2021, 58 ans, première rébellion. 1965, 2021, 56 ans, deuxième rébellion. 1968, 2021, 53 ans, premier coup d'État. 1980, 2021, 41 ans, assassinat de Cabral. 1990, 2021, 31 ans, deuxième rébellion et deuxième coup d'État. 2012, 2021, 9 ans, troisième coup d'État et les événements de 2020, bientôt un an. Tous ces événements que je viens de citer ont fait leur lot de victimes qui attendent un jugement, une réparation, mais hélas. Voilà, Youssouf Sissoko, il y avait deux impressions au début de ces audiences-là. On pensait qu'il fallait peut-être circonscrire un peu les audiences à des périodes récentes, la crise de 2012. D'autres avaient pensé qu'il fallait aller loin, très très loin depuis les indépendances. D'aucuns avaient pensé qu'on ouvrirait la boîte de Pandore. Qu'est-ce que vous pensez de ces audiences publiques-là, justement? Oui, ces audiences publiques, en fait... Très sincèrement, je me demande quel impact elles peuvent avoir, en tout cas, sur le citoyen. Parce que c'est vrai, c'est la deuxième audience a eu lieu il y a juste 4 mois. Et ce qu'il faut déplorer, en tout cas, dans ces audiences, c'est qu'elles ne mettent jamais l'accent sur l'aspect judiciaire, sur l'aspect juridique de la chose. C'est-à-dire que la CVJR se contente tout simplement d'écouter les victimes et de peut-être faire, en tout cas, jouer un peu le rôle pédagogique en essayant justement de consoler les victimes, en leur donnant la parole et en situant peut-être les responsabilités. Mais tant qu'on ne met pas l'accent sur, en tout cas, l'aspect juridique, en tout cas, de la chose, et franchement, je ne pense pas si, en tout cas, d'autres crimes ne vont pas être commis. Parce qu'on se rappelle quand même, en 2012, tout près, quand il y a eu ce coup d'État et ce qui s'en est suivi, et franchement, on pensait peut-être que ceux qui se sont rendus coupables, en tout cas, de ces exactions, de ces assassinats, devraient être jugés. Mais au Mali, franchement, la justice, tant qu'on ne met pas l'accent sur la justice, tout ce que nous allons entreprendre sera voué à l'échec. Oui, Macan, la CVJR, souvent dès le début, a été clair, ce n'est pas un tribunal, c'est pour permettre aux victimes de parler et de voir en termes de réparation des préjudices subis, quelle peut être la réponse de l'État. Vous avez, au début, la CVJR, c'était la commission dialogue et réconciliation. C'est quand, pour parler un peu de justice, c'est quand les gens ont compris qu'il faut qu'il y ait quand même une dose de justice dans le dialogue et la réconciliation, surtout la réconciliation qu'on a on a changé de nom avec l'arrivée d'Ibeka en commission vérité, justice et réconciliation. Il faut que les gens aient le courage de venir dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, et qu'il y ait la justice. Parce que si on reporte quelque chose à ces pays aujourd'hui, c'est l'impunité, c'est l'injustice. Les gens, on les cause du tort, on les fait on fait disparaître des gens. Mais après, le cas le plus récent, c'est le cas d'Amadou Aya Sanogo. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, comme pour répondre à votre question, le rôle de l'État aujourd'hui, c'est inciter les gens, les encourager à venir dire la vérité et rassurer les victimes qu'il y aura la justice et que ce ne sera pas l'impunité. Après, qu'on ne va pas après dire... On va même encourager la CVJ à bien travailler dans ce cadre. Après, qu'on ne vienne pas dire que bon, tout ça rentre dans le cadre de la loi d'entente nationale, de quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les gens... Il faut que la justice fasse son travail. Maître Konaré. Le vrai problème du Mali, on dirait que les gens refusent de le voir. C'est que suite aux rébellions et au terrorisme, l'État s'est effondré. L'État n'a tout simplement pas les moyens de rendre justice. C'est grave, un État qui ne contrôle pas 80% de son territoire, comment voulez-vous qu'il rende justice? Alors, souvenez-vous, hein, aucun État n'accorde une amnistie à quelqu'un pour ses beaux yeux. Si l'État vous accorde une amnistie, c'est parce qu'il n'a pas d'autres moyens. Alors donc, nous sommes dans une situation de ce genre où l'État ne peut pas rendre justice parce qu'il n'a plus de force. On n'est pas comme en Grande-Bretagne ou en France.
Maintenant, pour ce qui concerne la CVJR, ce que je déplore, c'est qu'elle est en train d'écouter des victimes, mais sans aucun plan d'indemnisation. Elle n'est même pas dotée du pouvoir d'indemniser les victimes. Alors donc c'est une séance de psychothérapie collective qui n'aboutit à rien. Il faut que l'État intervienne. Et maintenant je termine en disant, puisque vous avez cité le cas récent de Sanogo, c'est-à-dire qu'il y a une loi d'amnistie qui a été votée et on peut critiquer cette loi. On peut critiquer les députés ou le président qui ont fait voter cette loi, mais c'est une loi. Et donc une loi est là pour être appliquée, qu'on le veuille ou non. On est au terme de l'émission, mais pour revenir à la CVJR, le Mali, c'est pas la première fois. Il y a eu des cas similaires, il y a eu les Gachacha ailleurs, ces séances d'exutoire. Mais je ne parlerai pas de séances de psychothérapie collective, mais ça soulage, ça aide, ça permet d'avancer, non? Oui, ça permet d'avancer effectivement parce que quand les victimes, en tout cas, quand on reconnaît en tout cas aux victimes leur état, justement, ça aide quand même à avancer. Mais moi, je dis très sincèrement, et pour en tout cas répondre un peu à Maître, franchement, c'est vrai que l'État perd en tout cas 80% en tout cas du territoire, mais les 20% qui sont là, si ces 20% sont bien gérés, si la justice est rendue en tout cas normalement, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses en tout cas qui peuvent être réglées. Mais malheureusement, c'est la justice qui devient la plaie même en tout cas de notre démocratie, de nos États. Ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche avec Youssouf Sissoko de Info 7, Mohamed Assouri, analyste, Makan Kone de Nouvelle Libération et de Radio Rempart, Maître Chekmar Konari, avocat. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, parlons droit à Hassan Bagatse qui reçoit Maître Koto Traoré pour parler justement d'indemnisation et de réparation. Et à 21h, Saint-Séromètre qui reçoit Dr Shogel Kokala à Maïga. Il sera interrogé par Robert Dissa et Ibrahim Baba Traoré. Nous, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain pour un autre débat.